Saga de l'épouvanteur, livre 1, l'apprenti épouvanteur, écrit par Joseph Delaney. Chapitre 1, un septième fils. Lorsque l'épouvanteur se présenta, le jour commença à baisser. Une longue et dure journée de travail venait de s'achever, et je m'apprêtais à aller souper. « Vous êtes bien sûr que c'est un septième fils ?» demanda-t-il en m'examinant d'un air débutatif. Papa acquiesça. « Étiez vous-même un septième fils ?» Papa hocha de nouveau la tête et se mit à danser nerveusement d'un pied à l'autre, éclaboussant mon pantalon de boue et de purin. Sa casquette trempée dégoulinait. La pluie n'avait pratiquement pas cessé depuis un mois. Les arbres commençaient à bourgeonner, mais le printemps tardait à venir. Mon père était fermier, comme son père avant lui, et le premier souci d'un fermier est de conserver ses terres. Pas question de les partager entre ses enfants. Les parcelles se réduiraient de chaque génération jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Un père lègue donc sa ferme à son fils aîné et place les autres en leur trouvant autant de travail que possible. Mieux vaut être donc bien vu du voisinage. Si on possède une grosse ferme et qu'on confie assez de travail au forgeron, il accepte parfois de prendre un apprenti. Cela fait déjà un fils de casé, mais j'étais le septième fils, et toutes les possibilités avaient été épuisées. En désespoir de cause, papa envisageait de m'envoyer comme apprenti auprès de l'épouvanteur. Enfin, c'était du moins ce que je croyais, mais j'aurais dû me douter que ma mère était derrière tout ça. Maman était derrière beaucoup de choses. Longtemps avant ma naissance, c'était elle qui avait payé avec son argent notre ferme. Comme mon père, un septième fils aurait-il pu se permettre une telle dépense? Maman n'était pas d'ici, elle venait d'un pays au-delà de la mer, et en l'écoutant attentivement, on remarquait sa façon particulière de prononcer certains mots. N'allez donc pas imaginer qu'elle voulait me vendre comme esclave ou quelque chose de ce genre. J'en avais plus qu'assez les travaux de la ferme de toute façon. Et ce que les gens ici appelaient la ville n'était qu'un hameau perdu au milieu de nulle part, et je n'avais donc aucune envie d'y passer le reste de mes jours. Dans un sens, je détestais pas l'idée de devenir épouvanteur. C'était probablement plus intéressant que de traire les vaches et d'épandre le fumier. Seulement, ça n'était guère rassurant et je devrais apprendre à me protéger. Et avec les fermes et les villages, des créatures qui surgiraient à la faveur de la nuit. Affronter ghouls et autres démons serait mon lot quotidien. Car telle était la tâche de l'épouvanteur et j'allais certainement devenir comme lui. Quel âge a-t-il demanda l'épouvanteur. Il aura ses 13 ans en août. Pas bien grand pour son âge. Il sait lire et écrire? Oh oui, répondit papa. Il connaît même le grec, sa mère lui a enseigné, et il parlait quasiment avant de savoir marcher. L'épouvanteur hocha la tête et se tourna vers la maison, au bout de l'allée boueuse, comme s'il avait entendu quelque chose, puis en haussant les épaules, il déclara. Ce n'est déjà pas une vie facile pour un homme. Alors pour un gamin, vous pensez qu'il en sera capable? Il est fort et il sera plus grand que moi quand il aura achevé sa croissance, affirma mon père, en se redressant de toute sa taille. Mais son sommet de crâne atteignait à peine le menton de l'épouvanteur. Soudain, celui-ci s'ouvrit et je m'y attendais pas, du coup. Son large visage semblait taillé dans la pierre, et jusqu'à cet instant, il m'avait paru redoutable. Son long manteau noir à capuche lui donnait l'allure d'un prêtre, et quand il vous regardait en face, son expression sinistre évoquait plutôt celle d'un bourreau prêt à vous passer la corde au cou. Les mèches des cheveux qui s'échappaient du capuchon étaient du même gris que sa barbe, tandis que ses sourcils broussailleux étaient noirs, et noirs étaient les touffes de ses poils de narine. Il avait les yeux verts comme moi. Je notais alors un détail intéressant. Il tenait un long bâton. Ça, bien sûr, je l'avais déjà vu dès son arrivée. Mais je veux dire que je venais juste de remarquer qu'il le tenait de la main gauche. Était-il gaucher lui aussi? Cette particularité m'avait beaucoup causé d'ennui sans fin à l'école du village. On avait même eu recours au curé de la paroisse qui m'avait longuement examiné en me répétant avec force et soupir qu'il me faudrait combattre ce défaut avant qu'il ne soit trop tard. Je ne savais pas ce qu'il entendait par là, ni mon père ni mes frères n'étaient gauchers. La mère, elle, quant à elle, il est vrai qu'elle était plutôt maladroite, mais ça ne la souciait guère. Lorsque le maître avait menacé de combattre cette mauvaise habitude en m'attachant le crayon à la main droite, elle m'avait retiré de l'école et m'avait fait la classe elle-même à la maison. Combien vous dois-je pour son apprentissage demanda papa, coupant le fil de mes pensées. On passait aux choses enfin sérieuses. 2 guinées pour le mois, s'il me convient. Je reviendrai à l'automne et vous me paierez 10 autres guinées, sinon je vous le renverrai et vous me compterez qu'une guinée de plus en dédommagement. Papa opina, et le marché était conclu. Nous entrâmes alors dans la grange et papa remit à l'épouvanteur la somme d'argent convenue. Ils ne s'échangèrent pas de poignées de main, personne ne voudrait toucher un épouvanteur. Mon père se comportait brièvement tout en se tenant à 6 pieds de distance de notre visiteur. J'ai affaire dans les environs, dit l'épouvanteur. Je repasserai donc chercher le garçon aux premières lueurs du jour. Assurez-vous qu'il soit prêt, je déteste attendre. Dès qu'il se fut éloigné, papa me tapa sur l'épaule.
C'est une nouvelle vie qui commence pour toi, fils. Va te laver, tu n'es donc plus fermier désormais. Quand j'entrais dans la cuisine, mon frère Jack tenait sa femme Ellie par la taille et elle regardait en souriant. J'aime beaucoup Ellie. Elle est chaleureuse, attentive, amicale. Maman dit qu'épouser Ellie a été une bonne chose pour Jack. Elle a le don d'apaiser sa nervosité. Jack est l'aîné et le plus grand de la famille. Papa prétend en blaguant toujours que c'est le moins laid de la portée. Je ne suis pas d'accord, c'est vrai que Jack est bien charpenté. Il a des yeux bleus et un air de bonne santé. Mais ses vilains sourcils broussailleux se rejoignent au-dessus de son nez, et je dois cependant reconnaître qu'il a su séduire une gentille femme. Les cheveux d'Ellie, quant à elle, les cheveux d'Ellie ont la couleur de la paille 3 jours après la moisson, et sa peau irradie à la lumière des chandelles. Je pars demain matin, l'épouvanteur vient me chercher à la première lueur du jour. Le visage d'Ellie s'éclaira. Il a accepté de te prendre? Je hochai la tête. Il m'accorde un mois d'essai. C'est merveilleux, Tom, je suis vraiment contente pour toi. Je n'y crois pas, s'esclaffa Jack. Apprenti d'un épouvanteur, toi qui ne peux même pas dormir sans laisser ta chandelle allumée. Je ris, mais il avait touché juste. Il m'arrive de voir des choses dans le noir et un peu de lumière est le seul moyen de le tenir à l'écart, si je veux trouver le sommeil. Mon frère vint vers moi, me ceintura et me traîna autour de la table de la cuisine en poussant des rugissements. C'était sa façon de manifester son enthousiasme, je me doute. Je lui opposais juste assez de résistance pour qu'il soit content, et il finit par me libérer en me tapant dans le dos. Bravo, Tom. Avec un boulot pareil, ta fortune est assurée. Mais il y a juste un problème. Lequel? Demandai-je. Tu dépenseras chaque penny que tu as gagné, et tu sais pourquoi? Non. Parce que tes seuls amis seront ceux que tu achèteras. Je haussai les épaules et pourtant il y avait du vrai dans ces paroles. Un épouvanteur travaille et vit toujours seul. Voyons, Jack, se fâcha Ellie. Ne sois pas méchant comme ça avec ton frère. Oh, je blaguais juste, se défendit mon frère, visiblement étonné que sa femme fasse une histoire pour si peu. Ellie se tourna vers moi et je vis son visage s'attrister soudain. Oh Tom, tu ne seras pas là pour la naissance de notre bébé. Elle paraissait si déçue que je me sentis tout malheureux à l'idée de ne pas voir ma petite nièce. Maman avait prédit que l'enfant serait une fille, et elle ne se trompait jamais. Je reviendrai à la maison dès que possible, promis-je. Ellie s'efforça de sourire et Jack passa un bras autour de ses épaules. Tu pourras toujours compter sur la famille, Tom. Nous serons toujours là si tu as besoin. 1 heure plus tard, je m'assis à table pour souper, sachant que matin je serais parti. Papa récita le bénédicité et nous disions tous Amen d'une voix faible sauf maman. Comme d'habitude, elle fixait son assiette en attendant poliment que nous ayons terminé. Elle eut alors un petit sourire, un sourire très tendre à moi seul dessiné, qui me mit du baume au cœur. Le feu dansait dans l'âtre et répandant une bonne chaleur, le cuivre du chandelier posé au centre de notre table était si bien astiqué que nos visages s'y reflétaient. La chandelle était en cire d'abeille. La cire était un produit cher, mais maman ne supportait pas l'odeur du suif de bœuf dans la cuisine. Si papa prenait presque toutes les décisions concernant la ferme, dans certains domaines maman faisait à son idée. Tandis que nous attaquions nos larges portions de ragoût fumant, je fus frappé de voir combien papa semblait si vieux ce soir-là. Vieux et fatigué. Un voile de tristesse assombrissait de temps à autre son visage. Il s'animait un peu en débattant avec Jack du cours du porc et de l'opportunité d'appeler le charcutier pour tuer les cochons. Attendons encore 1 mois ou 2, proposait papa. Je suis sûr que le prix va augmenter. Jack n'était pas d'accord et tous deux se mirent à argumenter chacun de leur côté. C'était le genre de discussion amicale que l'on pouvait voir dans une famille et papa y prenait visiblement plaisir. Cependant, je n'intervins plus. Ça ne me concernait plus. Comme papa l'avait déclaré, j'en avais terminé avec la vie de fermier. Maman et Ellie, quant à elle, papotaient tout en bas en riant. Je n'avais pas saisi ce qu'elle disait car Jack était lancé et parlait de plus en plus fort. Maman lança un regard à Jack et il comprit qu'il parlait de trop fort. Indifférent au coup d'œil de notre mère et continuant d'argumenter sa discussion à grand bruit, Jack tendit la main pour attraper la salière et la renversa accidentellement. Un petit cône de grain blanc se forma alors sur la table et Jack en prit une pincée qu'il jeta sur son épaule gauche. Selon une vieille superstition locale, gaspiller le sel attire le mauvais sort et ce geste est censé le conjurer. Il est inutile d'ajouter du sel à ce plat de toute façon. Leur réprimanda maman. Cela gâcherait le ragoût et vexerait très fortement la cuisinière. Désolé maman, s'excusa mon frère. Tu as raison, ce ragoût est parfait. Elle lui sourit et se tourna vers moi. Personne ne s'intéresse à Tom, ce n'est pas très gentil de votre part, pour son dernier soir à la maison. Oh, ça va maman, affirma-je. Je suis content d'être là à vous écouter. Eh bien moi, fit-elle, j'ai d'autres choses à te dire et reste à la cuisine après le repas que nous ayons une petite conversation. Ainsi, quand Jack et Ellie et papa furent retirés dans leur chambre, je m'assis près du feu et je m'attendis
patiemment que maman vienne me parler. Maman n'était pas du genre à faire des embarras. Elle commença simplement par énumérer ce qu'elle mettait dans mon bagage. Un pantalon de rechange, 3 chemises et 2 bonnes paires de chaussettes qu'elle avait reprisées qu'une fois. Je fixais alors les braises tapotant les dalles du bout de mes pieds quand elle s'approcha du rocking chair et s'installa en face de moi. À part quelques mèches grises qui striaient sa chevelure noire, elle n'avait pas changé depuis l'époque où j'étais à peine assez grand pour grimper sur ses genoux. Son regard était toujours aussi vif, et malgré la pâleur de sa peau, elle était l'image même de la santé. « C'est notre dernière occasion de discuter, Tom. » « Tous les deux, avant ton départ, dit-elle. Tu franchis une étape importante, tu vas quitter la maison, apprendre à te débrouiller seul, et si tu crois que ce soit à me dire, eh ben c'est le moment de me le dire. Aucune question ne me vint à l'esprit, et je n'arrivais même pas à penser. Ces paroles m'avaient fait monter les larmes aux yeux. Le silence s'étira, troublé seulement par le tap-tap de mes pieds sur le carrelage. Maman finit par soupirer. « Qu'est-ce qui va pas? Le chat a avalé ta langue ?» Je haussai les épaules. « Arrête de gigoter, Tom, et écoute-moi bien attentivement. Avant toute chose, attends-tu demain et ton nouveau travail avec impatience? Je me souviens des paroles de Jack prétendant que je devrais acheter mes habits. J'en suis pas sûr, maman. Wesh, personne n'a envie de côtoyer un épouvanteur, je serai toujours seul sans amis. Ça ne sera pas aussi horrible que tu le penses, tu sais. Maître Grégory, ton maître, deviendra très vite un ami. Tu verras. Et de plus, tu seras fort occupé avec tant de choses nouvelles à apprendre. Tu n'auras pas le temps de souffrir la solitude, crois-moi. Si c'est si excitant que ça, c'est aussi effrayant. J'ai envie de faire ce travail, mais je doute en être capable. Une partie de moi désire voyager, découvrir d'autres lieux, et ce sera dur de ne plus vivre ici. Tu me manqueras, et la maison aussi. Tu ne peux pas rester, insista maman. Ton père vieillit, et dès l'hiver prochain, il laissera la ferme à Jack. Ellie va bientôt avoir son bébé, et elle aura sans doute plusieurs d'autres même. Un jour, il n'y en aura plus ta chambre pour toi, mais mieux vaut que tu en prennes ton parti avant que cela n'arrive. Non, tu ne peux pas rester. Sa voix me parut si froide et plus pointue qu'à l'ordinaire. Et quand elle s'adressa à moi sur ce ton, son ton me troubla si douloureusement que j'eus le souffle coupé. Je n'avais plus qu'une envie d'aller me mettre au lit. Ma maman avait encore beaucoup de choses à dire. Je l'avais rarement entendue aligner autant de phrases les unes derrière les autres. « T'as un travail à faire et tu le feras, reprit-elle. De plus, tu le feras très bien. J'ai épousé ton père parce qu'il était un 7e fils. Et je lui ai donné 6 fils avant toi. Tu es le 7e d'un 7e, donc tu as le don. Et ton maître est encore en pleine possession de ses forces, mais il a vécu sa meilleure partie, et son temps va vers sa fin. Voilà presque 60 ans qu'il arpente le pays accomplissant sa tâche. Bientôt ce sera ton tour, et si tu ne tiens pas ton rôle, qui le tiendra? Qui prendra soin des gens ordinaires? Qui les protégera des êtres malfaisants? Qui assurera la sécurité dans les fermes, les villages et les villes? Qui permettra aux femmes et aux enfants de se promener sans peur le long des rues et des chemins? Je ne savais que répondre et je n'osais la regarder dans les yeux. Je réussis néanmoins à ravaler mes larmes. J'aime chacun de ceux qui habitent dans cette maison, poursuivit-elle d'une voix plus douce. Toi, tu n'es encore qu'un petit garçon en pleine croissance, mais dans ce comté, tu es le seul qui soit réellement semblable à moi, et tu es le 7e fils d'un 7e fils. Tu as le don et la force d'accomplir ce qui doit être accompli. Je serai très fier de toi, j'en suis sûr. Elle se leva en concluant. Bien, je suis contente que nous ayons cette conversation. Maintenant, au lit, demain est un grand jour et il faut que tu sois en forme. Elle me serra fort dans ses bras et me regarda avec un bon sourire. Je fis de mon mieux pour paraître réjoui et je lui souris en retour. Mais arrivé dans ma chambre, je m'assis sur le bord de mon lit et les yeux dans le vague, ressassant ce qu'elle m'avait dit. Maman est une personne très respectée dans le voisinage. Elle connaît mieux les herbes et les potions que le médecin local, et lorsqu'un bébé se présente mal, la sage-femme ne manque pas de l'envoyer chercher. Maman est une experte en accouchement par le siège. Parfois, des bébés tentent de naître les fesses devant, et maman sait les remettre dans le bon sens alors qu'ils sont encore dans le ventre de leur mère. Dans le comté, des douzaines de femmes lui devaient la vie. En tout cas, c'est ce que papa prétendait, car je n'avais jamais entendu maman s'en vanter. Elle faisait ce qu'il y avait à faire, rien de plus. C'était aussi ce qu'elle attendait de moi, et je ne voulais pas la décevoir. Cependant, qu'avait-elle voulu dire qu'elle avait épousé mon père et mis au monde mes 6 frères à moi? J'avais du mal à le croire. Après avoir tourné cette question dans ma tête, j'allais m'installer dans mon vieux fauteuil d'osier devant ma fenêtre qui donnait au nord et je regardais à travers les carreaux. La lune baignait la campagne d'une lumière d'argent et je distinguais au-delà de la cour, de la ferme et au-delà des champs et au-delà des pâturages, la limite de nos terres. À mi-chemin de la colline du Pendu, j'aimais ce paysage, j'aimais la colline du Pendu, perdue dans la distance telle que je ne pouvais la voir depuis la fenêtre. Depuis des années, c'était mon rituel du soir avant de me mettre au lit. Mais je contemplais cette colline et j'essayais
d'imaginer ce qu'il y avait derrière. Je savais qu'on y trouvait d'autres prés, d'autres petits champs, d'autres villages, une douzaine de maisons, une petite église et une école minuscule. Pourtant, mon imagination me faisait voir tout autre chose. Je me figurais de blanches falaises surplombant l'océan, ou bien encore une forêt ou une grande citadelle étincelante de lumière avec de hautes tours. Et en cet instant, néanmoins, en contemplant la colline, je me souvenais aussi de mes peurs. De loin que ça allait, je n'avais jamais eu envie de m'en approcher. La colline du Pendu, vous ne doutez qu'elle ne porte pas son nom par hasard. Un siècle auparavant, une guerre avait ravagé le pays et tous les hommes du comté y avaient pris part. Ce conflit avait été l'un des plus pires qui soit, une de ces épouvantables guerres civiles où les familles s'entredéchirent entre elles et où on se bat parfois contre des frères. Au cours du dernier hiver de la guerre, une bataille s'était déroulée aux abords du village. À la fin, les vainqueurs avaient conduit leurs prisonniers sur la colline et les avaient pendus haut et court. Ils avaient également pendu quelques-uns de leurs hommes accusés de trahison ou de lâcheté devant l'ennemi. Il existait cependant une autre version de cette histoire. Ces prétendus lâches auraient refusé tout simplement de combattre des voisins et des parents. Jack lui-même n'aimait pas mener les bêtes du côté de la colline et les chiens refusaient de franchir la lisière du bois. Quant à moi, sensible comme je l'étais à des choses que les autres ne percevaient pas, j'étais incapable de travailler dans les pâtures proches et car je pouvais les entendre. J'entendais les cordes grincer au vent et les branches craquer sous leur macabre poids, et j'entendais les mourants s'étouffer et s'étrangler. Maman avait dit que j'étais semblable à elle. Ce qui est sûr, c'est qu'elle était semblable à moi. Je ne savais qu'elle pouvait aussi voir des choses que les autres ne voient pas. Un hiver, alors que j'étais encore qu'un bambin, et où tous mes frères vivaient encore sous le même toit, les bruits venaient de la colline étaient si forts la nuit qu'ils me parvenaient jusque dans ma chambre. Mes frères n'entendaient rien, moi si, et je n'arrivais pas à dormir. Maman venait à mon chevet à chaque fois que je l'appelais, alors qu'elle n'était debout dès le chant du coq pour assurer toutes les tâches ménagères. Elle finit par me dire qu'elle allait s'en occuper. Une nuit, elle est montée seule à la colline du Pendu, et elle s'aventura sous les arbres. Quand elle revient, tout était tranquille, et ce qu'elle me dira plusieurs mois. Sur un point au moins, je ne ressemblais pas à ma mère, car elle était beaucoup plus courageuse que moi. Chapitre 2. En chemin. Je me levais 1 heure avant l'aube, maman était déjà en cuisine. Elle préparait des œufs au bacon, et c'était mon petit déjeuner préféré. Papa, quant à lui, descendait au moment où je nettoyais mon assiette avec une large tranche de pain. Il me souhaitait le bonjour, et il tira de sa poche un objet qu'il me mit dans la main. C'est le briquet à Madouk qui avait appartenu à son grand-père, puis à son père. Il y tenait comme la prunelle de ses yeux. « Je veux que tu l'emportes, fils, déclara-t-il. Il pourra être utile dans ton nouveau métier, et viens nous voir très vite. Le fait de quitter la ferme ne t'interdit pas de revenir nous voir. »« C'est l'heure, » intervient maman, en me serrant encore une fois dans ses bras, « et il est au portail, ne le fais pas attendre. » On n'aimait pas les attendrissements dans la famille, mais nous nous étions déjà dit au revoir, aussi je sortis seul dans la cour. J'aperçus l'épouvanteur de l'autre côté du portail, une haute silhouette noire dans la lumière grise du petit matin. Le capuchon rabattu sur sa tête, il était là, immobile, son bâton dans la main gauche. Je marchais vers lui, balançant mon baluchon, et je me sentais fort nerveux. Je fus surpris de le voir pousser la grille et s'avancer dans notre cour. « Allons-y, mon garçon, dit-il. Autant prendre tout de suite le chemin qui sera le nôtre. » Et au lieu d'emprunter la route, il contourna la maison et se dirigea vers le nord, droit vers la colline du Pendu. Bientôt nous traversions les dernières pâtures et mon cœur se mit à cogner. L'épouvanteur franchit la clôture avec l'agilité d'un jeune homme. Moi, je me figeais sur place. Les mains sur la planche de la barrière, j'écoutais la plainte des branches ployant sous leur sinistre charge. « Qu'est-ce qui va pas, mon garçon ?» demanda l'épouvanteur en se retournant. « Si à peine sorti de chez toi tu te laisses effrayer, tu ne me seras d'aucune utilité, tu le sais. » J'inspirai profondément et escalada la clôture. Nous commençâmes à grimper la pente et l'obscurité qui régnait sous les arbres masqua la lueur de l'aube. Plus nous montions, plus il faisait froid, et plus je grelottais. C'était un froid à vous donner la chair de poule et à vous dresser les cheveux sur la nuque. Un froid annonciateur d'un phénomène paranormal. Il m'est arrivé de le sentir à l'approche de quelque chose qui n'appartenait plus à ce monde. Quand nous eûmes atteint le sommet de la colline, je me retournai, et alors je vis au-dessus de moi. Ils étaient au moins une centaine. Un même arbre en portait parfois 2 ou 3. Ils étaient en uniforme de soldats avec de larges ceintures de cuir et leurs lourdes bottes, les mains liées dans le dos. Certains se débattaient avec l'énergie du désespoir que la branche avec laquelle
Ils étaient accrochés, pliés et remonteraient, et d'autres tournoyaient lentement au bout de la corde d'un côté puis de l'autre. Le vent me jetait au visage un souffle si glacé et si mauvais que dans toute évidence, il ne pouvait pas être naturel. Les arbres se courbèrent, les feuilles séchèrent et tombèrent d'un coup, et en un instant les branches se retrouvèrent à poil. Quand le vent se fut calmé, l'épouvanteur posa la main sur mon épaule et me força à avancer. Nous nous arrêtâmes devant l'un des pendus. « Regarde-le, m'ordonna l'épouvanteur. Qu'est-ce que tu vois ?»« Un soldat mort, répondis-je d'une voix chevrotante. Quel âge a-t-il à ton avis ? Oh, 17 ans, pas plus. Bonne réponse, mon gars. Maintenant, dis-moi, as-tu peur ? Un peu. J'aime pas être si près de lui. Mais pourquoi ? Tu n'as aucune raison d'avoir peur de lui. Il n'y a rien là qui puisse te faire du mal. Concentre-toi sur lui et pas sur toi. À ton avis, qu'est-ce qu'il a éprouvé ? Quelle a été sa plus grande souffrance ? Je me tentais de me mettre à sa place et d'imaginer son agonie. La douleur, la lutte contre l'étouffement avait dû être pénible, mais il avait eu pire. Il a compris qu'il allait mourir et qu'il ne rentrerait jamais chez lui, qu'il ne reverrait plus jamais sa famille, murmurai-je. Comme je prononçais ces mots, une vague de tristesse me submergea, et au même moment, les pendus commencèrent à s'effacer lentement jusqu'à ce que nous soyons seuls sur la colline et que les arbres aient retrouvé leurs feuilles. « Comment te sens-tu à présent ? As-tu encore peur ? » demanda l'épouvanteur. Je secouai la tête nerveusement. « Non, seulement triste. »« Très bien, petit, tu apprends très vite. Nous sommes l'un et l'autre le septième fils d'un septième fils, et nous avons le don de voir ce que les autres ne voient pas. Ce don est parfois une malédiction. Si nous avons peur, certains êtres se nourriront de cette peur, et notre peur les rendra plus forts. Le seul moyen de leur tenir tête, c'est de te concentrer sur ce que tu vois et de cesser de penser à toi. C'est toujours efficace. » L'épouvanteur continua. La vision de ces pendus était horrible, mais ce n'était que des ombres venues d'un autre temps. On ne peut plus rien pour eux, sinon les laisser s'en aller. Dans une centaine d'années, il n'en restera rien. J'ai envie de lui raconter ce que maman avait obtenu d'eux une fois, mais je me tue, craignant de le contrarier. Ça aurait été pas une bonne façon de débuter. Lorsqu'il s'agit de fantômes, reprit mon maître, c'est différent. Il est possible de parler avec les fantômes, et de leur faire entendre raison. Leur aider à prendre conscience qu'ils sont morts est un acte de bienveillance. C'est une étape importante pour les encourager à s'en aller. Un fantôme est le plus souvent un esprit affolé retenu sur cette terre sans qu'il ait compris ce qui lui était arrivé. Il est donc en déroute. Cependant, certains sont là dans un but précis et peuvent avoir des secrets à nous révéler. Quant aux ombres, elles ne sont que là les traces d'une âme partie vers un monde meilleur. C'est ce que tu as vu, mon garçon. Des ombres, en principe, si tu te comportes bravement, elles ne te repèrent pas et elles ne te ressentent pas. As-tu remarqué que les arbres s'étaient transformés ? Oui, les feuilles sont tombées comme en hiver. Puis les feuilles sont revenues, cette vision appartenait au passé. Une ombre, c'est un reflet dans l'étang de la mémoire, l'être dont l'image n'est plus là depuis longtemps. Tu comprends ? Je hochai la tête. Bien, c'était ta première leçon. Nous aurons affaire aux morts de temps à autre. Autant t'y habituer tout de suite. Alors allons-y. Il nous reste un long chemin à parcourir et à repartir. Et à partir de maintenant, tu me porteras ceci. L'épouvanteur me tendit son sac noir et sans un regard en arrière, il redescendit la colline. Entre les arbres, on distinguait au loin un ruban gris de la route qui serpentait à travers le patchwork vert et brun des champs en direction du sud. « Tu as déjà voyagé, petit ?» me demanda l'épouvanteur par-dessus son épaule. « Tu connais un peu le comté ?» J'expliquai que j'avais pas parcouru plus de 6 km autour de la ferme de mon père, mais mon plus long voyage m'ayant amené au marché local. Il grommela quelque chose dans sa barbe, j'en déduisais qu'il était guère content de ma réponse. « Eh bien, ta vie de voyageur commence aujourd'hui aussi. Nous nous rendons dans un village du sud appelé Orchaud. C'est à une quinzaine de kilomètres à vol de corbeau. Il nous faut y être avant la nuit. J'avais entendu parler de Orchaud. C'était un grand village minier bâti au cœur du plus grand gisement de charbon du pays et qui comptait une douzaine de puits. Je me demandais pour quel genre de travail on y avait appelé l'épouvanteur. Il marcha grandes enjambées sans ralentir l'allure et j'eus vite du mal à le suivre. En plus de mon baluchon, j'étais à présent chargé de son sac, qui me semblait plus lourd à chaque minute. Puis, comme pour me rendre la progression encore pénible, il se mit à pleuvoir. Soudain, environ 1 heure avant midi, l'épouvanteur s'arrêta, il se retourna et me regarda durement. J'étais bien à 10 pas en arrière, les pieds me brûlaient, et j'avais un point de côté en plus. La route n'était guère qu'un chemin dont la poussière s'était transformée en boue, et en levant la tête vers mon maître, je trébuchai et j'ai failli glisser et tomber. Il me réprimanda d'un claquement de langue.
T'as eu un étourdissement, petit? Je fis non de la tête. J'aurais voulu soulager un peu mon bras, mais poser le sac de l'épouvanteur dans la boue ne me paraissait pas la chose à faire. À la bonne heure, lança-t-il, en acquiesçant un sourire. La pluie dégoulinait de son capuchon et lui mouillait la barbe. N'accorde aucune confiance à un homme sujet aux étourdissements, reprit-il. C'est un conseil dont tu te toucheras des souvenirs. Je me sens très bien, protestai-je. Il leva les sourcils étonnés. Vraiment? Alors c'est la faute de tes bottes. Ah, elles ne sont pas accoutumées aux marches longues. Mes bottes étaient semblables à celles que portaient Jack et mon père. Solides, pratiques pour affronter la fangue et le purin d'une cour de ferme. Mais il fallait du temps pour s'y habituer. Une paire neuve vous condamnait minimum à 15 jours d'ampoule avant que vos pieds s'y sentent à l'aise. Je regardais celles de l'épouvanteur, elles étaient taillées dans un cuir qui paraissait d'excellente qualité et garnies d'une semelle épaisse. Elles coûtaient sûrement une fortune, mais quelqu'un qui arpentait sans cesse les routes avait besoin d'être bien chaussé. Elles fléchissaient souplement à chaque pas et devaient être confortables dès les premiers moments où on les met aux pieds. De bonnes bottes sont indispensables dans notre métier, poursuivit l'épouvanteur. Nous ne pouvons laisser aucune créature, humaine ou non, la moindre chose de nous rattraper. Là où il nous faut intervenir, compter sur ses jambes ne suffit pas donc. Donc si je décide de te garder, je te fournirai une paire de bottes comme les miennes. À midi, nous fîmes une courte pause à l'abri d'une étable abandonnée. L'épouvanteur tira un paquet dans sa poche. Déballant le torchon qui l'enveloppait, il découvrit une grosse part de fromage jaune. Il la brisa en morceaux et il m'entendit quelques-uns. J'étais si affamé que j'engloutis en 3 bouchées. L'épouvanteur n'en mangeait qu'un petit bout avant de le remballer le tout et le mettre dans sa poche. En dehors de sa barbe épaisse et de ses yeux de bourreau, ce qu'il avait le plus remarquable, c'est qu'il avait rejeté sa capuche en arrière et je pus enfin le dévisager pour la première fois. En dehors de sa barbe épaisse et de ses yeux de bourreau, ce qu'il avait de plus remarquable était son nez. Long, sec et recourbé comme un bec d'oiseau, sa bouche disparaissait sous ses poils de barbe et de sa moustache. Au premier regard, cette barbe semblait grise. En l'observant aussi discrètement que possible, j'y repérais des traces de rouge, de noir, de brun, de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Plus tard, je m'aperçus que cela dépendait de la lumière. À mâchoire molle, caractère mou, déclarait mon père. Je prétendais que beaucoup d'hommes portent la barbe pour dissimuler ce qu'ils n'ont pas. Or, celle de l'épouvanteur était bien fournie, mais elle laissait deviner une forte mâchoire carrée, et lorsque sa bouche s'ouvrait, elle révélait une rangée de dents pointues, mieux faites pour déchirer la viande rouge que pour mâcher un morceau de fromage. Je constatais qu'avec un frisson qu'il m'évoquait un loup. Mais pas seulement par sa physionomie, mais il était une sorte de prédateur qui chassait dans le noir. Son maigre régime de fromage devait le tenir sans cesse affamé et hargneux. Si je terminais mon apprentissage un jour, je serais comme lui. Tu as encore faim, petit? Me demanda-t-il, ses yeux verts plongés dans les miens avec une telle intensité qui me donnait le vertige. J'étais trempé jusqu'aux os, j'avais mal aux pieds, et plus que tout, mon estomac criait famine. J'opinais donc, et en espérant qu'il allait m'offrir un autre morceau. Il se contenta de secouer la tête, en grommelant je ne sais quoi. Puis il me lança de nouveau un regard aigu. Tu t'habitueras à souffrir de la faim. Nous ne mangeons guère que quand nous travaillons, et si la tâche est particulièrement ardue, nous ne prenons aucune nourriture avant de l'avoir achevée. Le jeûne est indispensable, il nous rend plus forts, moins vulnérables dans l'obscurité. Autant t'y accoutumer dès aujourd'hui, car à Orchaud, je te soumettrai à un test. Tu passeras la nuit dans une maison hantée, seul, et je saurai ainsi de quel bois tu es taillé. Chapitre 3, 13 passages Watery. Lorsque nous avons atteint Orchaud, la cloche d'une église tintait au loin. Il était environ 7 heures du soir, et la nuit commença à tomber. Le vent nous envoyait un crachin glacé dans la figure. La lumière rasante me permettait de juger que cet endroit était le dernier endroit où j'aurais souhaité vivre. J'aurais préféré de ne même pas avoir à m'y arrêter, même pour un très bref séjour. Orchaud était une vilaine excroissance noire sur le vert des champs. Une petite ville triste et laide. 2 douzaines de maisons se lotissaient les unes contre les autres, sur la pente d'une colline fangeuse. Le paysage, lui, était criblé de puits de mines, et Orchaud était en plein milieu. Un monceau de scories dominait le village, marquant l'entrée de la houlière. Derrière ce terril s'étendaient les réserves où s'entassait assez de combustible pour chauffer tout le comté pendant le plus rigoureux des hivers. Nous avons suivi une étroite rue pavée frôlant les maisons sales pour éviter de nombreux chariots remplis de charbon qui luisaient sous la pluie. Les lourds chevaux de trait peinaient sous le poids de leur chargement, leurs sabots dérapaient parfois sur les pavés mouillés. Il y eut des passants, mais les rideaux
de dentelle se soulevaient furtivement à notre passage. Nous croisâmes un groupe de mineurs au visage rude qui montaient prendre le service de nuit en discutant de voix haute. En nous voyant, ils se turent brusquement et se mirent en file du côté opposé de la rue pour nous éviter. L'un d'eux esquissa même un signe de croix. « Ah, il faudrait t'y habituer, petit, » grommela l'épouvanteur. « Nous sommes souvent demandés, mais rarement les bienvenus, et à certains endroits sont même beaucoup plus hostiles que celui-là. » Tournant au coin, nous prîmes une rue encore plus sinistre menant dans la partie la plus basse de la ville. On voyait au premier coup d'œil que les maisons étaient inhabitées, beaucoup de fenêtres étaient cassées, d'autres condamnées avec des planches. Malgré l'obscurité, aucune lampe n'y brillait. Au bout de la rue se dressait un ancien entrepôt de grains dont les larges portails de bois pendaient sur des gonds rouillés. L'épouvanteur s'arrêta devant la dernière maison accolée à cet entrepôt. Elle était la seule à avoir encore un numéro, et ce numéro était gravé sur une plaque de métal clouée contre la porte, et c'était le 13. Le pire des chiffres et les plus maléfiques. Juste au-dessus du panneau, qui ne tenait plus qu'un par un unique rivet, qui menaçait de tomber sur les pavés, il indiquait « Passage Watery ». Les fenêtres avaient encore leurs carreaux, mais aux lambeaux de rideaux qui les garnissaient se mêlaient aussi des pestes d'araignées. Ce devait être la fameuse maison hantée. Mon maître tira une clé de sa poche et ouvrit la porte et pénétra dans cet autre obscur. Je le suivis, content enfin d'être un peu à l'abri. Cependant, quand il alluma la chandelle et la posa sur le carrelage au centre de la pièce, je sus que j'aurais préféré n'importe quelle étable désaffectée à ce lieu lugubre. À part un tas de paille sale sous la fenêtre, l'endroit était vide. Il n'y restait plus un seul meuble. L'air humide et froid sentait le renfermer, et la lueur de la chandelle m'en renvoyait de la buée s'échappant de la bouche. Ce spectacle était assez déprimant, mais les paroles épouvanteur ne furent même pas là pour me réconforter. « Eh bien mon garçon, le travail m'attend. Je vais te laisser ici et je t'y reprendrai plus tard. Tu sais ce que tu as à faire ?»« Non monsieur, répondis-je en surveillant la flamme de la chandelle qui vacillait dangereusement. « Ah, je t'en ai déjà parlé, tu n'as donc rien écouté. Sois plus attentif et cesse de rêvasser. Je ne te demande rien de bien difficile, prétendit-il, en se grattant la barbe comme si quelque chose l'eût gratté. Tu vas passer la nuit ici seul. J'emmène tous mes apprentis dans cette maison pour leur première nuit. Ça me permet de savoir ce qu'ils ont dans le ventre. Ah, il y a une chose que je t'avais pas dit. À minuit, tu descendras dans la cave pour affronter la créature qui s'y tapit. Si tu réussis ce test, tu seras sur la bonne voie et je pourrai te garder. Des questions ? Oh, des questions, j'en avais beaucoup, mais les réponses m'effrayaient d'avance. Alors je me contentais simplement de remuer la tête en essayant d'empêcher mes lèvres de trembler. « Comment sauras-tu qu'il est minuit ?» me demanda-t-il. Je haussai les épaules et j'étais assez doué pour me situer d'après la position du soleil et des étoiles. Et si je m'éveillais en plein milieu de la nuit, je pouvais deviner presque exactement l'heure qu'il était. Seulement, ici je me sentais pas chez moi, disons. Je me sentais pas en lieu sûr. Dans certains lieux, le temps passe beaucoup plus lentement, et cette maison m'avait tout l'air d'être l'un de ces lieux-là. Je me rappelais alors de la cloche de l'église. Il est 7 heures passées, j'entendrai que seuls des 12 coups. Très bien, fit mon maître, avec un petit sourire. Dès que la cloche sonnera 12 coups, tu prendras la chandelle, tu descendras dans la cave. En attendant, dors si tu peux. Maintenant, écoute-moi attentivement. Il y a 3 choses importantes que tu ne dois pas oublier. N'ouvre la porte à personne, quelle que soit l'insistance avec laquelle on frappe, et ne sois pas en retard pour descendre la cave. Il se dirigea vers la porte et au moment où il sortait, je demandai. Et la 3e chose ? La chandelle, mon garçon, quoi qu'il arrive, ne la laisse pas s'éteindre. La porte se referma derrière lui et je me retrouvai seul. Je pris le chandelier avec précaution et entra dans la cuisine. À part une pierre d'évier, elle était tout simplement vide. La porte de derrière était verrouillée, le vent passait dessous en gémissant. Il y avait 2 autres portes sur la droite. L'une était ouverte, révélant les degrés du bois nu qui menait aux chambres, et l'autre, plus proche de moi, était fermée. Cette porte close, qui me mettait mal à l'aise, je décidai tout de même de jeter un coup d'œil. Je saisis la poignée d'une seule main assurée et tira aussi fort que j'ai pu. La porte résista et de l'espace à l'instant, j'eus l'effrayante impression que quelqu'un retenait de l'autre côté. Je tirai plus fort et elle s'ouvrit brusquement. Déséquilibré, j'ai failli lâcher la chandelle. Des marches de pierre salies par la poussière de charbon s'enfonçaient dans les ténèbres. L'escalier tournait vers la gauche si bien que je ne pouvais apercevoir le fond de la cave. Le courant d'air froid qui en montait chahuta la flamme de la chandelle. Je claquai vivement le battant et retournai dans la pièce principale, fermant aussi derrière moi la porte de la cuisine. Je reposai le chandelier dans un coin le plus éloigné de la fenêtre, et une fois assuré que la chandelle ne tomberait pas, je cherchai un meilleur endroit pour essayer de dormir. Je n'avais guère le choix, je n'allais certainement pas m'installer sur la paille humide,
Je me roulais donc en boule sur le carrelage, dur comme de la glace, et je fermais les yeux pour que le sommeil m'emporte loin de cette vieille bicoque. J'étais persuadé que je me réveillerais juste avant minuit. En temps ordinaire, je m'endors très facilement, mais ici ce n'était pas le cas. Je grelottais de froid. Le vent secouait les vitres. J'entendais aussi des bruissements, des tapotements le long des murs. Des souris, pensais-je. On avait l'habitude des rongeurs à la ferme. Soudain, un nouveau bruit monta des profondeurs de la maison. Très léger, je tendis l'oreille et il s'amplifia de plus en plus, jusqu'à ce que je ne doute plus. En bas de la cave, il se passait quelque chose. On creusait. Il y a eu d'abord des tintements de métal sur la pierre, suivi d'un chuintement d'une lame de bêche s'enfonçant dans la glaise. Cela dura plusieurs minutes. Puis le bruit s'arrêta aussi soudainement qu'il avait commencé. Le silence revint, même les souris cessèrent leur cavalcade, la maison semblait retenir son souffle, et moi je retenais le mien. Des coups sourds retentirent alors à une cadence régulière. Cela se rapprochait. Des pas. On montait. Je sautai sur mes pieds et saisis le chandelier et me recroquevilla dans un angle tout au fond de la pièce. Quelqu'un chaussé de lourdes bottes montait l'escalier de la cave. Quelqu'un avait creusé une fosse en bas dans le noir et s'apprêtait à surgir. À moins que peut-être n'était-ce pas quelqu'un, mais quelque chose. J'entendis grincer la porte de la cave. Les pas traversèrent la cuisine et je m'aplatis contre le mur, me faisant le plus petit possible en attendant que s'ouvre la porte de la cuisine. Elle tourna lentement avec un craquement lugubre. Quelque chose pénétra dans la pièce, un froid spectral me fit frissonner, un froid annonçant la proximité d'un être qui n'est pas de cette terre, un froid semblable à celui que j'avais ressenti sur la colline du pendu, mais pire encore. Je levai la chandelle et la lueur de la flamme jetait sur les murs et au plafond des ombres grotesques. D'une voix tremblante que le chandelier dans ma main, je demandai « Qui est là ?» Il n'y a eu pas de réponse, même le vent en dehors s'était tu. « Qui est là ?» répétai-je. Toujours aucune réponse. Le pas sonnèrent sur le carrelage et s'avançant vers moi de plus en plus près, et je ne percevais présentement un allaitement tel celui d'un énorme cheval, de trait qui tire sa charge sur un chemin pentu. Au dernier moment, les pas se détournèrent et se dirigèrent vers la fenêtre. Je n'osais même pas respirer. Tandis que la créature, elle, respirait de grandes bouffées d'air comme si elle n'arrivait pas à respirer. À l'instant où je me crus incapable d'en supporter davantage, l'être invisible poussa un profond soupir lourd de tristesse et de lassitude. Au bruit de bottes sur le carrelage, je compris qu'il regagnait la cuisine, et ce n'est qu'en l'entendant redescendre pesamment les marches de la cave que je repris enfin mon souffle. Mon rythme cardiaque s'était ralenti, mes mains cessèrent de trembler peu à peu et je retrouvai mon calme. Il me fallait maintenant remettre toutes mes pensées en ordre. J'avais eu très peur cependant. Si rien de plus terrible ne m'arrivait cette nuit, je réussirais le premier test. J'allais devenir l'apprenti de l'épouvanteur et je devrais donc m'habituer aux lieux hantés. Mon travail m'y obligeait. Au même moment, je me sentis mieux. Je m'apprêtais à me réinstaller pour dormir, mais comme le dit souvent mon père, les esprits mauvais ne connaissent pas le repos. Peut-être n'avais-je pas fait ce qu'il fallait. Toujours est-il un nouveau bruit, bien que d'abord faible et lointain, mais me firent sursauter. On frappait à la porte. Il y eut un silence, puis j'entendis distinctement 3 coups. Un autre silence et 3 autres coups résonnèrent de plus près. Alors je compris que quelqu'un parcourait la rue en frappant à chaque maison, s'approchant peu à peu du numéro 13. Lorsque l'inconnu atteignit enfin la maison hantée, les 3 coups se firent entendre. La créature tapait avec une telle force que je crus que la porte allait se dégonder. La créature de la cave allait-elle remonter pour ouvrir aux visiteurs, je me disais. Soudain ma peur s'envola et une voix m'appelait de l'extérieur, une voix que je connaissais très bien. « Tom, Tom, ouvre-moi, laisse-moi entrer, c'est maman !» C'était ma mère. J'étais si heureux de l'entendre que je courus vers la porte sans réfléchir. Dehors il pleuvait toujours et elle devait être trempée. « Dépêche-toi, Tom !» me pressait maman. « Ne me fais pas attendre !» Ma main se souleva déjà le loquet quand la mise en garde de l'épouvanteur me revient en mémoire. N'ouvre pas la porte de la rue à personne, quelle que soit l'insistance avec laquelle on frappe. Mais pouvais-je laisser ma mère dehors? Dans la nuit? Dans la pluie? J'inspirai longuement et m'efforça de raisonner le pour et le contre. Le simple bon sens me disait que ce n'était pas elle. Pourquoi m'aurait-elle suivi jusqu'ici d'ailleurs? Comment aurait-elle su que j'étais dans cette maison? De plus, elle n'aurait jamais voyagé seule. Même pas son père ou Jack. Non, ce n'était autre chose qui attendait dehors. Une chose sans main et cependant capable de frapper. Une chose sans pied qui se tenait pourtant devant la porte. On cogna encore et encore le bâton avec insistance. « Laisse-moi entrer, Tom, » supplia la voix. « Pourquoi es-tu si méchant? J'ai froid, je suis trempé, je suis fatigué. » J'entendais les pleurs et je fus alors certain que ce n'était pas ma mère. Ma mère était forte. Ma mère ne pleurait jamais, même dans les situations les plus critiques et douloureuses. Au bout d'un moment, les coups faiblirent puis cessèrent.
M'allongeant par terre, je tentais encore une fois de m'endormir, mais je me tournais et me retournais sans trouver le sommeil pour autant. Le vent s'était mis à secouer les carreaux, les demi et les heures s'égrenaient du clocher de l'église. Bientôt il serait minuit. Plus le moment de descendre dans l'escalier de la cave approchait, plus j'étais angoissé, et plus je voulais réussir le test de l'épouvanteur, mais oh que j'aurais aimé d'être en retour chez moi, en sécurité, dans mon lit bien au chaud. Juste après la demi de 11 heures, les créatures en bas commençaient à creuser. Puis des pas lourds se firent entendre. Ils montaient de nouveau les marches de pierre. De nouveau la porte de la cuisine s'ouvrit et les bottes sonnèrent sur le carrelage de la salle. J'étais pétrifié de peur. Seul mon cœur bougeait et encore en cognant contre mes côtes à les faire briser. Mais cette fois, le pas ne se dirigeait pas à la fenêtre. Non, ils vinrent droit sur moi. Une main visible me saisit par le col et me souleva d'une manière comme une chatte qui prenait ses chatons. Un bras invisible s'enroula tout autour de mon corps, immobilisant mes bras, m'écrasant la poitrine, et je suffoquais comme un poisson hors de l'eau. On m'emportait vers la porte de la cave. Je ne voyais pas celui qui me tenait, j'entendais juste sa respiration sifflante, et je me débattais frénétiquement, car au fond de moi, je savais ce qui allait arriver. Je savais pourquoi on avait creusé la fosse dans la cave. On allait me descendre dans la cave par cet escalier obscur, et c'était une tombe qui m'attendait. J'allais être enterré vivant. Une terreur sans nom me submergea. J'aurais voulu hurler, mais aucun son ne sortit de ma foutue bouche. Soudain, on me lâcha, et je tombai lourdement. Je me retrouvai quatre à pattes devant l'entrée de la cave, le nez à quelques centimètres de la première marche. Mon cœur tapait si vite que je n'aurais pas pu compter ses battements. Je bondis sur mes pieds et claqua la porte, le corps agité de tremblement. Je courus me réfugier dans la salle à manger, en me demandant par laquelle des trois règles de l'épouvanteur j'avais oublié. La chandelle. Oh putain, elle s'était éteinte. Un éclair illumina alors la pièce et suivi d'un violent coup de tonnerre. La pluie s'abattit sur la maison, tambourinant sur les carreaux. Une bourrasque malmena la porte comme si quelqu'un dehors essayait d'y rentrer. Je restai un long moment immobile, sursautant à chaque éclair. Jamais je ne m'étais senti aussi misérable. C'était vraiment une sale nuit. Pourtant, ma peur de l'orage, j'aurais donné n'importe quoi pour m'enfuir de la rue, pour ne pas avoir des cendres dans cette foutue cave. J'entendais la cloche sonner, et il était minuit. L'heure d'affronter ce qui m'attendait dans la cave arrivait. À cet instant, je remarquai à la lueur d'un éclair de larges empreintes de pas sur le carrelage. Je pensais d'abord qu'il s'agissait de celles de l'épouvanteur, mais elles étaient noires comme si des semelles les avaient laissées avant étaient pleines de poussière de charbon. Elles sortaient de la cuisine, bifurquaient vers la fenêtre, puis repartaient d'où elles venaient, et elles repartaient surtout vers la cave où j'allais devoir m'enfoncer. Je tâtonnais à la recherche du chandelier et mis la main sur mon baluchon. Dedans, il y avait le briquet que mon père m'avait donné. À l'aveuglette, je réunis quelques brins de paille, battis le briquet pour faire jaillir des étincelles. En soufflant doucement dessus, je portai la mèche d'amadou à incandescence et l'approcha de la paille. Une courte flamme s'éleva juste le temps pour allumer ma chandelle. Papa ne se doutait pas sûrement que son cadeau serait aussi efficace et au premier moment. Lorsque j'ouvris la porte de la cave, un nouvel éclair illumina la cuisine, un violent coup de tonnerre ébranla la maison et son écho roula jusque dans les fondations de la maison. Je m'engageai alors dans l'escalier, levant le chandelier d'une main si tremblante que sa lumière projetait sur le mur des ombres fantastiques. Tout en moi refusait de descendre, mais si je ne réussissais pas le test, je n'aurais probablement plus qu'à repartir chez moi dès l'aube. J'imagina alors la honte d'avoir à raconter à ma mère ce qui s'était passé. 8 marches plus bas, je franchis le tournant. La cave m'apparut pas très grande, pleine de recoins obscurs que la flamme de la chandelle ne pouvait pas éclairer. D'épaisses toiles d'araignée pendaient du plafond voûté, telle une tenture déchirée. Des morceaux de charbon traînés par le sol en terre battue. Je contournais un tonneau à bière et une table à bancale. Je distinguais alors quelque chose derrière un tas de cajots. D'effroi, j'ai failli lâcher mon chandelier. C'était une forme sombre ressemblant vaguement à un tas de chiffons. Il en sortait un bruit étouffé régulièrement. Ça respirait. Il m'a fallu user de toute ma volonté pour obliger mes jambes à remuer. J'avançais d'un pas, d'un autre et encore un autre. La chose se dressa en soudain devant moi, une immense silhouette encapuchonnée de noir avec des yeux qui luisaient d'une terrifiante lueur verte. J'étais sur le point de m'enfuir en hurlant lorsque je remarquai que le long bâton de la créature tenait de sa main gauche. « Et alors, petit, qu'est-ce que tu fabriquais ?» me demanda l'épouvanteur. « Tu as 5 minutes de retard !» Chapitre 4, la lettre. « Enfant, j'habitais cette maison, me dit mon maître. J'ai vu des choses effroyables, mais bon, j'étais le seul à les voir et mon père me battait pour me punir de raconter des mensonges. Une créature montait de notre cave. Tu l'as entendu, n'est-ce pas ? Je hochai la tête pour confirmer.
Oh, tu sais, c'est rien dont il faille s'inquiéter, mon garçon. Ce n'est qu'une ombre, une de plus, la trace d'une âme en peine qui s'en est allée dans un monde meilleur. Si elle avait pas laissé derrière elle sa part de mauvaise, elle aurait été retenue ici tout entière pour l'éternité. Sa part mauvaise, répétai-je, et ma voix résonnait dans la cave. L'épouvanteur remua tristement la tête. Je vais te raconter l'histoire de cette maison, mon petit. La maison appartenait autrefois à un mineur dont les poumons étaient si malades qu'il ne pouvait plus travailler. Il toussait jour et nuit à en étouffer et sa malheureuse épouse ne pouvait subvenir à leurs besoins, travailler dans une boulangerie. Pour leur malheur, à tous deux, elle était fort belle. L'homme était d'un caractère assez jaloux et sa maladie l'avait aigri. Un soir, la femme rentra de son travail plus tard qu'à l'ordinaire. Il l'avait attendue en faisant les 100 pas devant la fenêtre, et de plus en plus curieux et furieux et persuadé qu'elle traînait avec un autre. Quand elle arriva enfin, il était dans un bel état de rage qui lui fendit le crâne avec un bloc de charbon. Puis, la laissant agoniser sur le carrelage, il descendit creuser une fosse à la cave. Puis il remonta, elle vivait encore, mais elle n'avait ni la force de bouger, ni de parler. C'était sa terreur qui était parvenue, celle qui l'a envahie quand elle s'est sentie soulevée et transportée dans les profondeurs du sous-sol. Elle avait entendu son mari creuser, et elle savait ce qui l'attendait. Il l'a enterré, puis il s'est donné la mort. C'était une triste histoire, et bien que l'un et l'autre soient en paix à présent, l'ombre du meurtrier rôde encore ici, ainsi que les derniers souvenirs de sa victime, assez puissants pour tourmenter des gens comme nous. Je te l'ai déjà dit, nous percevons des choses que les autres ne perçoivent pas. C'est à la fois un don et une malédiction. Mais c'est essentiel dans notre métier. Ce récit me fit frissonner. J'éprouvais une telle pitié infinie pour la pauvre femme assassinée, pour le mineur qui l'avait tué et aussi pour l'épouvanteur. Vous imaginez ça, être obligé de passer votre enfance dans une maison pareille? Je jetai alors un coup d'œil vers la chandelle que j'avais posée sur la table. Elle était quasiment consumée et la flamme lançait ses dernières lueurs. L'épouvanteur me semblait pourtant nullement pressé de remonter à l'escalier. Je n'aimais pas les ombres qui modifiaient l'aspect de son visage, comme s'il lui poussait un museau ou quelque chose de ce genre. « Sais-tu comment j'ai vaincu ma peur ?» me demanda-t-il. Non, monsieur. Une nuit, j'étais si terrifié que je me suis mis à hurler sans pouvoir m'arrêter. Mes cris ont réveillé toute la maisonnée, et dans un excès de colère, mon père m'a pris par la peau du cou et m'a descendu à la cave. Puis il s'est armé d'un marteau et a condamné la porte derrière moi. Je n'étais pas bien grand à l'époque, j'avais 7 ans tout au plus. J'ai grimpé les marches en braillant à m'en faire exploser les poumons. J'ai martelé le battant de mes poings et je me suis arraché les ongles sur le bois. Mais mon père était un homme dur et il m'a laissé seul dans le noir. Au bout d'un moment, je me suis calmé et tu sais ce que j'ai fait? J'ai secoué la tête en évitant le regard en face. Ses yeux flambaient dans la semi-obscurité et il ressemblait presque jamais. Je vais la faire. Je secouai la tête, évitant de regarder son regard, et ses yeux flambaient dans la semi-obscurité. Il ressemblait plus que jamais à un loup. J'ai redescendu l'escalier et je me suis assis au milieu de la cave, dans le noir. J'ai pris 3 grandes inspirations et j'ai affronté ma peur. J'ai affronté les ténèbres, l'élément le plus effrayant pour les gens de notre sorte, car c'est au milieu d'elles que des créatures viennent à nous. Elles nous appellent en chuchotant et prennent des formes que seuls nos yeux peuvent voir. Mais je l'ai fait et j'ai tenu le coup. Je suis resté dans cette cave jusqu'à l'aube, et lorsque j'en suis enfin sorti, le pire était derrière moi. À cet instant, la flamme de la chandelle vacilla, et nous sommes plongés dans le noir le plus total. Et voilà, mon garçon, reprit l'épouvanteur. Il n'y a pas plus ici que toi et moi et le noir. As-tu le courage de le supporter? Es-tu prêt à devenir mon épouvanteur? Sa voix me parut si différente, plus profonde, étrange. Je l'imaginais 4 pattes, un pelage dru recouvrant peu à peu son visage, ses dents se changeant en crocs. Je tremblais alors si fort que je fus incapable de dire un mot sans avoir respiré 3 fois profondément. Alors seulement je lui donnai ma réponse. C'était la phrase de mon père lorsque une tâche difficile était plus ou moins désagréable. Puisque quelqu'un doit le faire, pourquoi pas moi? L'épouvanteur dut trouver ça drôle, car son rire remplit toute la cave en se mêlant au grondement du tonnerre qui s'éloignait. Il y aura bientôt 13 ans de cela, fit-il enfin. Une lettre cachetée m'est parvenue à la maison. Elle était brève, précise et rédigée en grec. C'est ta mère qui me l'avait adressée. Sais-tu ce qu'elle m'avait écrit? Non, fis-je d'une voix basse en me tendant ce qui allait suivre. Elle m'a écrit ceci. J'ai donné le jour à un petit garçon. Il se nomme Thomas J. Ward. C'est le cadeau que j'ai fait à ce comté. Dès qu'il aura l'âge requis, je vous l'enverrai et je compte sur vous pour que vous le formiez et il sera le meilleur apprenti que vous
vous ayez jamais eu et peut-être le dernier. La parole de l'épouvanteur n'était plus qu'un murmure dans le noir. Nous ne sommes pas des magiciens, mon garçon. Nos outils de travail se nomment bon sens, courage et mémoire, car nous devons tirer des leçons du passé, et surtout ne croyons pas aux prophéties, car l'avenir n'est pas défini. Si c'est ce que ta mère a écrit se révèle vrai, c'est parce que nous l'avons fait devenir vrai. Tu comprends? Il y a comme de la colère dans sa voix, mais je sentis qu'il n'était pas dirigé contre moi. Je me contentais de hocher la tête bêtement, même s'il ne pouvait pas me voir. Quant au cadeau que ta mère a fait au comté, sache qu'aucun de mes apprentis a été le septième fils. Donc je ne te considère pas comme un être exceptionnel. De longues études et un dur travail t'attendent. Et se tut un instant, puis conclut d'un ton plus amer. De toute trace d'irritation avait disparu. La famille est peut-être aussi un poids. Il ne reste que 2 frères. L'un est serrurier et nous avons de bonnes relations. Mais disons que l'autre ne m'a pas adressé la parole depuis plus de 40 ans. Et bien qu'il vive toujours ici à Orchaud. Lorsque nous quittâmes la maison, la tempête s'était apaisée et la lune brillait. Tandis que l'épouvanteur refermait la porte, je remarquai les lettres gravées sur le bois. X, Gamma, X, Grégory. Mon maître désigna l'inscription d'un mouvement de tête. J'utilise ces marques de ce genre pour avertir les personnes capables de les lire ou même parfois de me rafraîchir la mémoire. Tu reconnais le gamma grec? Il indique la présence du nombre ou d'un fantôme. Le X à ta droite signifie 10 en chiffre romain, l'échelon le plus bas. De 10 à 6, il s'agit du nombre. Il n'y a rien d'autre dans cette maison qui puisse te nuire tant que tu te comportes bravement. Souviens-toi, l'obscur se nourrit de la peur. Domine ta peur et aucun nombre ne tentera quoi que ce soit contre toi. J'aurais aimé savoir cela quelques heures plus tôt. Oh, courage, petit, reprit l'épouvanteur. Tu m'as l'air bien d'avoir le moral au fond des bottes. Tiens, ceci te réconfortera. Il sortit de sa poche du fromage jaune et en brisa un morceau et me le tendit. Et ne l'engloutis pas d'un coup, prends le temps de mastiquer. Je suivis mon maître le long de la rue pavée. L'air était humide, mais au moins il ne pleuvait plus. À l'ouest, les nuages ressemblaient à des lambeaux de laine blanche qu'une main visible dispersait dans le ciel. Laissant le village derrière nous, nous continuâmes la route vers le sud. Sur notre droite, là où la chaussée redevenait un chemin boueux, se dressait une petite église en piteux état. Le toit perdait ses ardoises et la peinture du portail s'écaillait. Nous n'avions pas rencontré âme qui vive depuis notre départ de la maison hantée. Or, un vieil homme aux cheveux gras, à l'allure négligée, était debout sur le parvis à ses vêtements sombres. Je reconnus que c'était un prêtre. Tandis que nous approchions, l'expression de son visage attira mon attention, et il torda sa bouche dardant sur nous un regard noir. Tendit un geste théâtral, et il traça dans l'air un immense signe de croix, et se haussant sur la pointe de ses pieds pour lever la main droite le plus haut possible. J'avais déjà vu des prêtres donner la bénédiction, mais aucun n'avait eu cette mimique exagérée, ni cet air furieux. Pas de doute, c'était notre passage qui déclenchait le courroux du vieil homme. Je supposais qu'il avait quelques griefs contre mon maître, ou du moins contre la profession. Je comprenais que la présence d'un épouvanteur rendait les gens nerveux, mais une telle réaction me stupéfiait. Qu'est-ce qu'il avait, demandai-je. Nous fûmes assez loin pour parler sans être entendus. Ah, les prêtres! L'épouvanteur cracha avec colère. Ils savent tout, mais ne voient rien. Et celui-ci est encore plus pire. C'est mon frère. Ah, j'aurais aimé qu'il m'en dise plus, mais j'eus cependant la sagesse de ne pas l'interroger davantage. J'avais bien des choses à apprendre sur le passé de M. Grégory, et je devinais qu'il ne les révélerait que lorsque le temps l'aurait décidé. Je me contentais donc de le suivre, portant toujours son sac, et pensant toujours à l'aide de ma mère. Elle n'était pas du genre à se vanter et n'affirmait jamais des choses à la légère. Maman me disait que ce qu'il fallait dire aussi avait-elle sûrement pesé chaque mot. Elle ne faisait également que ce qu'elle fallait faire. L'épouvanteur prétendait qu'on n'avait aucune prise sur les ombres. Pourtant, une nuit, ma mère avait bien obtenu de celles qui enterraient la colline du pendu qu'elles cessent leur tapage nocturne. Dans ma situation, être septième fils d'un septième fils était bien plus banal que je le pensais. C'était simplement la condition pour devenir apprenti d'un épouvanteur. Cependant, quelque chose me rendait différent, et je le savais. J'étais le fils de ma mère.